Yo les trailers, je venais juste de finir de tourner en fait une vidéo sur les chaussures de trail. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait même pas fait une vidéo pour expliquer un peu les principes de base des chaussures avec un peu tout le vocabulaire technique, genre drop, toe box, toe springs, pronateur, supinateur, ce genre de choses. Donc on va faire un petit preview du coup à cette vidéo qui finalement sortira après pour expliquer comment choisir sa paire de chaussures, que ce soit pour le running ou le trail, comprendre un peu tout le vocabulaire qui entoure les chaussures. Alors en premier lieu, on va étudier la foulée, parce que c'est un peu le premier élément qu'on se pose quand on veut acheter une paire de chaussures. Neutral, supinateur, pronateur. Tout est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va illustrer simplement ça avec un petit schéma, parce que ça vaut mieux que 300 mots. Déjà le neutral, tout simplement, voilà, c'est un déroulé du pied qui va être plutôt linéaire, qui va toujours attaquer sur l'extérieur du talon, mais que le déroulé du pied va s'attaquer sur le milieu de la semelle pour la relance. Le supinateur, voilà, en fait on a un petit décalage, c'est-à-dire que l'appui va se faire plutôt sur l'extérieur de la chaussure. C'est-à-dire que l'attaque va se faire un peu plus sur l'extérieur du talon et va se dérouler sur l'extérieur de la chaussure et la relance va se faire un peu en aile de pigeon, quoi. C'est pour ça qu'on remarque souvent les supinateurs qui ont tendance à courir avec les pieds qui partent sur les côtés quand ils courent. Alors en général, il n'y a pas de chaussures pour les supinateurs. Les chaussures neutrales, donc à foulée neutre, sont souvent suffisamment efficaces et compensent assez bien en fait le mouvement du supinateur pour ne pas être obligé de sortir un modèle spécifique pour les supinateurs. Pour les pronateurs, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même une morphologie, comme vous le voyez là, qui est différente. On a vraiment un affaissement en fait au niveau de la cheville vers l'intérieur. Du coup, la foulée pronatrice attaque vraiment sur le milieu du talon voire l'intérieur et va écraser toute la chaussure dans son intérieur. Sauf que les chaussures courantes sont plutôt faites pour un usage neutre. Donc l'amorti que vous allez avoir sur le devant de votre chaussure va plutôt être renforcé sur le côté. Les chaussures pronatrices que vous pourrez trouver en magasin assez facilement, elles sont très renforcées en fait au niveau de l'intérieur pour éviter du coup déjà dû à l'affaissement que le mesh qui se trouve sur le côté s'arrache ou se déchire, et du coup il y a beaucoup plus de renfort pour compenser en fait cet écrasement de la peau. Donc on va avoir une force ainsi dans la foulée. Si vous voulez changer votre paire de chaussures, vous n'êtes pas sûr de votre foulée, reprenez votre vieille paire de running qui a fait ses kilomètres et du coup regardez l'usure de la semelle directement dessus. Alors typiquement comme on peut le voir sur cette chaussure qui a à peu près 1000 km, on a une usure ici sur le côté extérieur de la chaussure et on remarque ici sur le plat du pied et sur l'avant que c'est beaucoup plus usé. Donc là c'est plutôt une foulée neutre. Sur la pronateur on sera plutôt usé ici et le supinateur du coup beaucoup plus sur le côté. Au niveau du talon en général c'est toujours l'extérieur qui prend, sauf les pronateurs où on va avoir une tendance à vraiment avoir un appui ici. Donc, du coup pour la petite transition semelle, on va quand même parler de la semelle. Donc on a deux types de semelles en général sur les chaussures. On va parler de semelle extérieure et de semelle intérieure. Là. La semelle extérieure va être de deux types. On va avoir le type vraiment plat et le type vraiment cranté, selon votre pratique et surtout sur les terrains sur lesquels vous allez évoluer. A savoir que plus le terrain est meuble, plus on va privilégier des crampons. Bien sûr, il y a quand même des déclinaisons entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire du lisse au gros crampon, on va avoir un peu toutes les catégories. La semelle interne, on va plutôt qualifier ça de semelle d'adaptation en fait. Elle va permettre de bien stabiliser votre pied dans la chaussure et du coup d'accueillir et de soutenir votre pied sur les différentes parties comme le talon ou l'avant du pied. En général dans les chaussures, voilà, elles ont vraiment que cette vocation à stabiliser le pied dans la chaussure. Après si vous avez des soucis, vous avez vos propres semelles, voilà, vous connaissez bien mieux le sujet. Alors parfois il existe aussi sur certains modèles comme les Red Light, une semelle arrière qui est amovible, qui vous permet de moduler un peu vos sensations. C'est-à-dire que si vous voulez plutôt de la dynamique ou de l'amorti, vous allez pouvoir changer en fait le support qui se trouve sous le talon et ainsi adapter un peu à vos besoins en n'ayant qu'une seule paire de chaussures. D'ailleurs voilà, en parlant de dynamique, une chaussure dynamique, c'est une chaussure qui va transmettre la puissance que tu mets dans tes jambes dans un mouvement vers l'avant. Alors en général, effectivement, la dynamique se paye au prix de l'amorti. Parce que comme on le sait bien, autant l'amorti absorbe le choc, qu'il y a quand même, du coup, c'est à l'amorti d'une perte de puissance. C'est-à-dire que si je vais appuyer sur ma chaussure, je vais avoir une partie de l'énergie qui va s'absorber dans la semelle et du coup, au niveau de la dynamique, je vais avoir beaucoup moins de relance. Oui, attention d'ailleurs pour les runners qui font un peu plus de 80 kg, on va quand même, à partir de ce stade-là, privilégier plutôt des chaussures à bon amorti que dynamique. Et d'ailleurs, c'est un peu la transition, on va un peu discuter de l'impact du poids sur les chaussures qu'il faut choisir. Lorsque vous courez, le nombre de chocs provoqués par votre foulée va appliquer sur vos articulations une pression 3 fois supérieure à votre poids. Exception faite de la foulée minimaliste, mais ça, je vais pas vraiment en parler dans cette vidéo. Et en fait, cette onde va se propager de votre talon jusqu'au haut de votre colonne vertébrale. Ainsi, dans la foulée
on va dire la plus répandue, les articulations vont jouer un rôle d'amortisseur, mais de fait elles sont mises à rude épreuve. Donc le choix de la bonne paire de chaussures adaptée à votre morphologie est quand même essentiel pour vous préserver. De fait, comme je le disais, quand on va atteindre des poids un peu plus de 80 kg, on va plutôt privilégier des chaussures à fort amorti plutôt que des chaussures dynamiques. Mais bon, un autre critère aussi pour le choix des chaussures, c'est la fréquence de vos entraînements. Alors pour ça, il n'y a pas vraiment de conseils, juste regardez en magasin, c'est souvent affiché, fait pour 20 à 30 minutes d'entraînement 2 fois par semaine, entraînement, enfin voilà, fiez-vous plutôt à ça parce que là on va plutôt parler de la récupération de la mousse qui sert à amortir et aussi de la résistance des mèches. De fait, comment choisir un peu la pointure idéale pour votre pied? Quand on court, le pied a tendance à avancer vers l'avant de quelques millimètres, voire à 1 cm. De fait, quand vous essayez une paire de chaussures, assurez-vous que vos orteils ne butent pas au bout de la chaussure, déjà au repos. Au risque de ce grand mal que vous connaissez bien, les ampoules et les ongles noirs. En général, on va laisser 1 cm au bout de la chaussure. En référence un peu globale, en général, on prend une pointure au-dessus de ces chaussures de ville pour ces running. D'ailleurs, vous aurez noté que maintenant on a l'apparition de pointures intermédiaires, donc les 43,5, ou également les fabricants plutôt, on va dire, mondiaux, qui vont faire des 43 1 tiers ou 2 tiers. C'est également dû à la conversion du système américain vers le système français. Parce que pendant l'effort, votre pied gonfle et au-delà d'une certaine distance, les pieds vont plutôt tendance à s'écraser sur eux-mêmes. Quand vous allez acheter des baskets, achetez plutôt au soir, après une bonne journée, où vos pieds auront subi un peu les affres de vos déplacements de toute la journée. Alors juste un petit bémol quand même sur la distance de sécurité là, de 1 cm dans vos pieds. Attention à ceux qui font du trail parce que quand on descend, on a vraiment un fort mouvement sur l'avant parce que la technique de descente veut que normalement on est censé descendre sur les pointes. Faites attention parce que des chaussures trop longues c'est pas bon parce que du coup votre pied va glisser dans la chaussure, ça fait des cloques. Et si c'est trop petit ça tape. Donc voilà, le compromis est un peu difficile à trouver mais de toute façon ça sera au test et à l'expérience personnelle. Bon, maintenant on va attaquer plutôt les sujets techniques avec les petits mots de vocabulaire qui font peur à tout le monde. On va commencer par le drop. Donc en gros le drop c'est la différence de hauteur entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Je mesure un peu comme ça, donc je suis la courbe de la chaussure et je calcule la hauteur en millimètres. Tout bête. Alors attention parce que le drop n'est pas sans conséquence sur la foulée du coureur. Bien qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment fait de lien entre le drop et la performance vraiment des coureurs. Mais le drop a tout de même, comme je le disais, un impact sur votre foulée et donc en répercussion sur vos muscles et vos tendons. Avec un drop faible, votre mollet et votre tendon d'Achille sont beaucoup plus étirés. C'est donc pour ça que le changement de drop doit se faire comme tout, progressivement. Plus le drop est petit, plus on va se rapprocher d'une foulée naturelle. Parce que quand vous posez votre pied à terre, votre drop est de 0. Plus la différence est petite, plus la foulée du coureur redevient naturelle, de fait que le talon va toucher de moins en moins le sol. C'est un peu ce qu'on appelle la foulée minimaliste. Donc foulée minimaliste qui va être beaucoup plus sur l'avant du pied. Faites le test, courez sur du carrelage pieds nus, vous allez voir que vous n'allez pas attaquer le talon en premier. Donc de cette façon, la foulée est beaucoup plus naturelle et le corps est moins traumatisé par les impacts au sol. Parce qu'en fait la chaîne que je vais nous citer, cheville, mollet, genou, quadriceps et ischio-jambier, est beaucoup plus alignée au moment de l'impact au sol. Ah oui, si vous entendez parler de toe box, je vous le note, c'est la partie avant de la chaussure qui entoure vos orteils. Donc cette partie là. Donc la toe box peut être très différente suivant les modèles de chaussures, soit beaucoup plus étroite, soit beaucoup plus large. Donc faites attention si vous avez plutôt des pieds fins ou des pieds larges. Faites surtout attention à la place que prend vos orteils dans votre chaussure et aussi plutôt à l'inclinaison de vos orteils. Parce qu'il y a des gens qui ont des pieds plutôt plats et d'autres qui ont plutôt des pieds qui vont aller en pointe. C'est une décroissance des tailles des orteils progressive. Voilà, soyez juste vigilants là-dessus. Et du coup, on peut aussi parler de toe box, mais on peut parler également de toe spring. Toe spring, c'est du coup l'angle que forme la chaussure entre le plat et la remontée avant de la chaussure. Donc là, on projette, si je projette une ligne, voilà, ça fait le toe spring. Le toe spring donc, vient d'une antique croyance qui fait que, soi-disant, ça améliore la foulée du coureur en la rendant plus naturelle et en l'accompagnant dans ses déplacements. Mais si on y regarde un peu plus scientifiquement parlant, c'est un peu complètement antinaturel. Parce qu'en fait, il va mettre votre talon en tension, alors qu'à plat, votre pied est censé être au repos complet. Et comme vous le remarquez, le toe spring a quand même une forte tendance à de plus en plus diminuer. Au profit d'un toe spring qui est vraiment très bas. Bon, une petite dernière note quand même au passage, pensez à remplacer vos chaussures au maximum tous les 1000 km. Mais surtout, écoutez votre foulée, écoutez votre corps, écoutez les sensations quand vous courez. Parce que les chaussures peuvent encore être en parfait état visuellement,
mais physiquement les moves peuvent être très fatigués. Ça dépend des modèles, tous les modèles sont pas faits pour tenir 1000 km. En moyenne on garantit une chaussure dans les 800 km, mais voilà, on sait jamais ce que vous allez faire avec vos chaussures. Donc écoutez-les et remplacez-les quand vous commencez à sentir que voilà, vous courez et qu'au bout de 10 minutes, voilà, ça commence à taper. Donc n'hésitez pas. Donc vous voilà parfaitement renseigné sur tout ce qui concerne les baskets de running ou de trail. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai déjà tourné une vidéo sur les chaussures de trail, donc ça, elle viendra du coup après celle-ci. Dans tous les cas, soyez forts, continuez vos entraînements et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!